Et la grammaire. Bonjour à tous, à toutes. Je m'appelle Francisco et aujourd'hui on aura qu'est-ce qu'on a l'oral et la grammaire. C'est un petit exposé par rapport à l'apprentissage et l'enseignance de la langue étrangère, spécialement visé à l'apprentissage de la langue française. Premièrement, on doit savoir qu'est-ce que c'est l'oral. Qu'est-ce que c'est la compréhension orale, la composition orale, quoi est plus difficile, la compréhension orale ou la composition orale, et bien sûr, comment pouvons-nous développer une bonne composition orale. Bon, l'oral, c'est bien sûr la capacité d'être compris, ça veut dire de donner un message au locuteur et bien sûr comprendre le message de l'émisseur. Et bien sûr, ça est divisé par deux compétences, la compréhension orale et la composition orale. La compréhension orale est bien sûr la compétence ou la capacité de comprendre qu'est-ce que les locuteurs natifs disent. Tandis que la composition orale, c'est bien sûr l'oral. Qu'est-ce qu'on dit si les locuteurs natifs sont capables de nous comprendre? Et là, je pose la question à vous. Quoi est plus difficile? La compréhension orale ou la composition orale? La composition orale, on dirait que c'est la plus difficile pour tous les étudiants qui commencent à étudier une langue étrangère. Mais pourquoi? On dirait que la majorité a peur de s'exprimer. Mais comment exactement? Bon. Et normalement, quand on atteint à un niveau, disons, capable de comprendre les mots, mais on a peur de commettre des fautes. Et c'est bien normal au moment à l'évolution de l'apprentissage. Mais ça donne un problème ou une problématique énorme. C'est que l'apprenant ne bouge pas, n'augmente son niveau sa compétence de composition orale et reste toujours à la compréhension. Bref, on comprend mieux dont on parle. Tandis que généralement, on vise à être compris. Et comment donc pouvons-nous développer une bonne composition orale? Bon, pour faire ça, l'enseignant doit bien sûr faire que ses apprenants commencent et fassent des exposés, jouent des jeux de rôle et d'autres types d'expériences. Normalement, entre une conversation, on a l'émetteur et aussi le récepteur. L'émetteur, c'est la personne qui donne le message, tandis que le récepteur, c'est celui qui reçoit le message. On a de référent, le canal, c'est la voix, bien sûr, et les codes, bien sûr. Qu'est-ce qu'on dit? Normalement, dans une conversation, on change d'émetteur et de récepteur par les pronoms je et tu. Ici, on a les méthodes et manières d'apprendre l'oral. Dans ce petit cadre aux tables, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez. C'est l'écrit et la forme graphique de l'oral où vous êtes d'accord ou pas d'accord. L'oral et la forme de l'écrit, c'est
vrai ou faux. Pour parler, je dois traduire en langue étrangère chaque mot de ma langue, etc., etc., etc. Essayez de me dire, bien sûr, en commentaire, s'il vous plaît. Mais à mon avis, l'écrit, bien sûr, n'est pas exactement la forme graphique de l'oral. Parce que les langues ont l'habitude de changer, de se développer, et les changes et les choses qu'on dit ne sont pas exactement représentées à l'écrit. Ça, on a la phonétique, mais c'est un autre métier et dont on ne va pas parler. Tandis que l'oral, la forme orale de l'écrite, non plus. Parce que, bien sûr, on a l'oral standard, c'est parler exactement quand on écrit, mais c'est, comme on dit et comme je viens de dire, le standard. Quand l'apprenant s'habitue au langage standard, il ou elle a des difficultés à comprendre le langage oral courant ou familier de la langue objective. Numéro 3. Pour parler, je dois traduire en langue étrangère chaque mot de ma langue. Non. Non, la traduction directe ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les langues ont plusieurs manières d'exprimer des choses. Par conséquent, quelque chose qu'on dise ne doit pas être traduit mot à mot. Par exemple, en espagnol, on a l'expression en lugar de, mot à mot, c'est en lieu de, mais en fait, en français, c'est au lieu de, que pour l'espagnol, c'est al lugar de. Et ça ne fonctionne pas à l'espagnol. On a un autre exemple. Et en espagnol, on exprime la douleur comme me duele la mano. Mais en français, on n'a pas le verbe doler. Il n'existe pas le verbe douloir. Donc, on dit j'ai mal à la main. Mais en espagnol, on ne dit pas yo tengo mal en la mano. On dit me duele la mano. Et ce sont les mêmes expressions. C'est la manière d'exprimer la douleur, mais chaque langue le fait d'une manière différente. Numéro 4. Pour comprendre une phrase, un discours, il faut comprendre tous les mots. Oui et pas. Bien sûr, pour avoir comment on dit? Pour bien comprendre la phrase, bien sûr, il faut connaître tous les mots. Mais si on comprend 80% ou 70%, ça suffit pour comprendre le contexte du message. Mais bien sûr, on ne comprendra les nuances. Numéro 5. Pour exprimer une idée, si je ne connais pas tous les mots dont j'ai besoin, je ne peux le faire. Oui et pas. Je dirais plutôt qu'il faut essayer un tel coup et que les natifs nous aident bien sûr à terminer ou exprimer ce qu'on veut. Et ainsi, on apprend avec eux. Numéro 7. Si je ne comprends pas le début d'une conversation, je suis perdu. On dirait que c'est par le contexte, bien sûr. Dans toutes les langues, si on est à la fin d'une conversation, bien sûr, on ne va rien comprendre. Et numéro 8, si les personnes parlent vite, je ne comprendrai jamais rien. Et non, tout le contraire. Si personne ne parle vite, on ne comprendrait jamais
le langage familier au courant. Parce que même nous, les hispanophones, on parle vite sans nous rendre compte. Mais les autres, et les étrangers ne comprennent rien, rien. Mais, si on parle vite et doucement, bien sûr, ils vont comprendre. Et nous aussi, on va comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Mais à la fin, la conversation deviendra bien plastique et pas naturelle. Et aussi, je pose ici le problème de l'écrit. Écrire avant d'avoir eu une bonne base orale ou parler et comprendre l'oral, avant l'apprentissage des graphies écrites de la langue objective. Je vous donne une seconde pour me dire que vous préférez mieux. Apprendre la langue, l'oral avant de l'écrit ou apprendre l'écrit avant de l'oral. On dirait que les méthodes actuelles sont plus fixées pour l'acquisition de l'oral avant de l'écrit. Parce que quand les langues sont parlées, les langues naturelles, bien sûr, et pas les langues ne sont pas écrites, sauf les langues qui sont créées, bien sûr, pour être écrites. Mais si on se fixe seulement à l'écrit, on ne parlera jamais. Mais si on développe l'écrit, on aura des problèmes, bien sûr, par rapport au lexique et aussi à la manière de nous exprimer. Donc, dites-moi, quelle manière préférez-vous? Et ici, je vous donne un petit questionnaire. J'aimerais que vous le fassiez. Pour vous, il vaut mieux qu'il dure les moins 5 minutes ou non les émissions ou les documents sonores. Pour moi, 5 minutes ou 10, c'est bon ça, mais avec de petites pauses. S'il faut qu'il prenne le contenu du manuel, il doit traiter d'un thème intéressant pour les élèves. C'est bien important ça. Il devrait proposer aux élèves un thème de réflexion nouveau. Il vaut mieux qu'il ait un débit lent. Il ne doit pas présenter de bruitage. C'est bien sûr. Bon, en fait, s'il y a du bruit au fond, ça aide beaucoup à essayer de comprendre le message. Parce que, par exemple, si vous voudrez passer le DELF ou le DALF, on aura des documents sonores avec de bruit, avec beaucoup de bruit. Il devrait y avoir aussi des accents régionaux, bien sûr. Et il faut qu'ils reprennent les connaissances lexicales et morphosynthétiques des élèves. Et ici, je voulais faire une petite expérience, mais je n'ai pas pu la faire, malheureusement. Et c'est d'avoir deux sections ou deux classes d'étudiants qui aimeraient apprendre le français et l'une est fixée ou consacrée à étudier l'oral et employer le moins possible l'écrit. Et aussi avoir une autre classe où on aura bien sûr un apprentissage écrit plus direct et plus lourd, on dirait. Et à la fin du bimestre,
on verrait les résultats. Quelle classe a type de mieux résultats, soit oral, soit écrite. Quelles sont leurs fautes, leurs défauts et aussi leurs capacités. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire quand je travaillais au Jota Jota. Et maintenant, on a la grammaire. Comment pouvons-nous la décrire exactement? Selon les définitions, la grammaire, c'est simplement les règles d'une langue. Comment la langue est construite, comment la phrase se font, comment on conjugue les verbes, comment on emploie les pronoms sujets, les pronoms compléments, et aussi les temps composés, le temps simple. Tout cela, c'est la grammaire. Et on a un problème énorme par rapport à la grammaire. Comment je devrais apprendre la grammaire? Grammaire explicite ou implicite? Qu'est-ce que c'est exactement la grammaire explicite ou implicite? La grammaire explicite, c'est montrer la grammaire, c'est expliquer la grammaire, toutes ces formules, toutes ces tables de conjugaison et tout ça. Tandis que la grammaire implicite, c'est la grammaire qu'on emploie selon les contextes. Au lieu de montrer d'une manière analytique, c'est d'une manière plus implicite, comme le nom le dit. Ça veut dire, je fais que les étudiants composent des phrases, s'expriment en employant un vocabulaire lexico-grammatical où on apprend les types, disons, on apprend le présent des verbes du français, le présent de l'indicatif. La grammaire explicite, c'est je montre la conjugaison, comment ça fonctionne à tous les étudiants et aussi comment tous les verbes se conjuguent. Mais si je choisis de le faire par la grammaire implicite, je ferai par exemple, je ferai ou je donnerai à tous un petit document, disons un texte avec un document sonore et il écoutera comment ça fonctionne et aussi une petite vidéo et comment ça se fait pour qu'il puisse répéter ou imiter ce qu'on a appris et aussi composer par leur-même sans l'aide du manuel ou de la grammaire explicite. Mais bien sûr, on a d'autres types de grammaire. On a la grammaire active et passive. On dirait plutôt que c'est comme l'explicite et l'implicite parce que c'est activement montrer la grammaire, tandis que la passive, c'est exprimer et c'est faire que les autres comprennent quand on doit employer la grammaire. On a la grammaire contextualisée et la décontextualisée. La grammaire contextualisée, comme le nom le dit, on contextualise la grammaire pour savoir que le faire, tandis que la décontextualisée, on ne sait pas exactement, on ne donne pas le contexte pour savoir quand l'employer. On a la grammaire de l'oral et la grammaire de l'écrit. Comme je disais avant, par rapport à la compréhension orale et aussi comment parler avec les natifs, la grammaire est un peu différente à l'oral qu'à l'écrit. Par exemple, au français,
à l'oral, on emploie le futur proche. On dit je vais écrire un roman. Tandis que à l'écrit, on préfère plutôt de dire j'écrirai un roman. C'est l'emploi du futur proche contre le futur simple. Mais aussi on a la grammaire. On a aussi, par exemple, la négation. En français, on emploie le ne pas. Je ne mange pas de pommes. Mais à l'oral, on omet le ne. Et on dit je mange pas de pommes. C'est un exemple de grammaire orale et écrite. Et on a la grammaire déductive et inductive. La grammaire déductive, c'est bien sûr, c'est déduire. Et inductive, c'est plus directement. On a parlé de l'explicite et l'implicite. On a la grammaire pédagogique et de l'apprenant. C'est la grammaire que doit avoir l'enseignant ou la pédagogie, qu'est-ce qu'on a comme but. Et aussi, on a la grammaire l'apprenant, qu'est-ce que l'apprenant doit savoir. Et à la fin, on a la grammaire descriptive et prescriptive. Moi, je suis un descriptiviste. Le descriptivisme et le prescriptivisme. Le prescriptivisme, c'est comment la langue doit être faite ou parlée. Contre le descriptivisme, que comment les locuteurs natifs parlent vraiment. Ça veut dire avec les accents régionaux. Et moi, j'aime beaucoup comme les gens prononcent, comment eux disent leurs choses. Mais aussi, il faut avoir comme une balance entre tous les deux. Il faut savoir quand être prescriptiviste et descriptiviste. Parce que si on vise ou se concentre toujours pour comment les locuteurs natifs parlent, on serait plutôt carré, pas ou ne pas compris en fait, disons ça. Tandis que le prescriptivisme vise à un langage poli et neutre, où tout le monde se comprend. Et c'est tout. Merci.